Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 19 mars, le Parisien a brossé le portrait d'une franco-israélienne de 35 ans qui a survécu à l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Elle était au festival de musique électronique Tribe of Nova près de la bande de Gaza et Laura Blajman-Kadar est restée cachée pendant des heures dans une caravane avec des amis et son mari pour échapper au massacre. Elle raconte cet enfer dans un livre publié le 21 mars chez Robert Laffont, livre intitulé « Croire en la vie ». 6 mois après l'attaque, Laura Blajman-Kadar témoigne aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala. Laura Blajman-Kadar a 35 ans. Elle est petite avec de longs cheveux blonds. Elle est franco-israélienne, elle est française par son père et israélienne par sa mère. Laura se définit comme juive, mais athée. Moi, je suis athée, je n'ai jamais cru en Dieu, mais je crois à la tradition juive. On est un peuple qui a grandi partout et nulle part et qui a vécu énormément de choses. Et je trouve que la tradition, c'est quelque chose qui nous remet ensemble. Mais pour moi, elle n'a rien à voir avec une religion juive. Laura est née en France. Elle grandit à Metz, en Moselle, jusqu'à ses 8 ans, quand sa famille part s'installer en Israël. Elle a 2 petits frères, Michael et Benjamin. Leur père est directeur commercial et leur mère ne travaille pas pour s'occuper des 3 enfants. Laura est une adolescente turbulente. Elle n'est pas très bonne à l'école et elle accepte mal l'autorité. À 18 ans, elle commence son service militaire qui est obligatoire en Israël et qui dure 2 ans pour les femmes. Elle se plaît beaucoup à l'armée et après son service obligatoire, elle décide de devenir officier de police militaire. Moi qui étais horrible à l'école, des problèmes d'autorité, et d'un coup j'ai trouvé ma place à l'armée, il y avait beaucoup de sens à l'armée. Je crois que l'armée m'a formée. Ma façon de travailler après, ou comment discuter avec les gens, respecter les gens et savoir se lever à 5h du matin même quand on n'a pas envie et on est très très fatigué, et savoir rester calme dans des moments difficiles. Après 7 ans de service, Laura quitte l'armée à l'âge de 26 ans. Cette année-là, une amie lui fait découvrir la musique trance, un style de musique électronique. Elle se met alors à fréquenter de nombreux festivals trance, quasiment chaque week-end, en Israël et en Europe. C'est vraiment une façon de vivre. Quand on va à un festival de musique, on peut voir des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, avec toutes les idées politiques. Je suis tombée amoureuse de ce monde. Très vite, j'ai commencé à travailler dans les festivals et je suis devenue organisatrice de ce genre de festival. Laura rencontre son petit ami Shai lors d'un festival. Ils travaillent tous les deux pour le festival israélien Unity et ils se marient en 2022. Ils habitent ensemble à Ramla, une ville à une 20aine de kilomètres au sud de Tel Aviv. C'est une ville mixte où quasiment un quart de la population est arabe. Le jeudi 5 octobre 2023, Laura et Shai se rendent dans le sud d'Israël pour assister au festival Unity qu'ils organisent. L'événement durera pendant 2 jours, le jeudi et le vendredi, puis un autre festival, le Tribe of Nova, aura lieu au même endroit le jour d'après, le samedi. Les 2 festivals sont organisés au milieu d'une forêt, à 6 km de la bande de Gaza. Laura et Shai arrivent là-bas en voiture, avec leur caravane remorquée à l'arrière pour qu'ils puissent dormir sur place. Le vendredi 6 octobre, vers 15h, Laura assiste à l'un des derniers concerts du festival Unity. Pendant les 2 dernières heures du festival, j'étais épuisée, mais les DJ, c'était des très bons amis à moi. Donc je suis venue sur la piste de danse avec une chaise. Je me suis assise au milieu de la piste de la danse sur une chaise. Et mes amis m'ont monté dans le ciel avec la chaise. Et pour nous, c'était des heures de bonheur. C'est vrai que le Unity était un festival très réussi, un festival magnifique avec 3-4 000 personnes, je pense qu'il y avait aussi. On a eu la chance de voir au Unity Festival énormément d'amis en fait, c'était la dernière fois qu'on va les voir. Le festival Unity se termine le vendredi vers 17h. Le Tribe of Nova Festival ouvre ses portes quelques heures plus tard, au même endroit. Laura et Shai restent sur place pour profiter de la fête, mais comme ils sont épuisés, ils décident d'abord de dormir un peu dans leur caravane. Ils se réveillent à l'aube du samedi 7 octobre.
On s'est levé vers 4h du matin dans la caravane, des copains sont arrivés, on a pris un café, super matinée, on entend la musique de loin. Et en sortant de la caravane, je m'assois sur les escaliers. J'étais en train d'attacher mes chaussures, faire les lacets. Et je vois tout le monde en train de regarder le ciel. J'ai pas compris pourquoi ils regardent le ciel. Et je me lève, je regarde le ciel et je vois des roquettes en train d'exploser au-dessus de nous. Quelques minutes après, ils ont éteint la musique. Le DJ a demandé à tout le monde de sortir en dehors de l'espace du festival, de s'allonger par terre et de s'éloigner des voitures. Parce qu'en fait, quand il y a des roquettes qui tombent, il faut s'éloigner des choses qui peuvent prendre feu, comme des voitures. Les Arabes qui travaillaient avec nous dans le festival et qui habitaient dans le sud à côté étaient les premiers à nous dire « Ne vous inquiétez pas, vous le voyez au-dessus de nous, mais comme ils envoient ça plus loin, ça n'explosera pas là. » On s'est dit « Bon, c'est dommage, le festival se termine. » Mais un quart d'heure, 20 minutes, ça va se terminer, puis on prendra la voiture et on rentrera à la maison. Après une quarantaine de minutes, les tirs de roquettes continuent et Laura commence à trouver ça bizarre. Un ami les appelle et leur dit que des terroristes sont sur place avec des armes à feu, que les routes sont bloquées et qu'il est impossible de partir. Là, on commence vraiment à avoir peur. Puisqu'on arrive, on commence à entendre des coups de feu, on comprend très vite que c'est des armes automatiques. Et je dis à mon mari, mon cœur, c'est le moment, il faut évaluer les risques là. Faut réfléchir une seconde. Parce que j'ai plus peur des roquettes, mais dans quelques minutes, il va y avoir des terroristes ici. Et ça c'est le vrai danger maintenant. Et on décide d'aller se cacher dans la caravane. Et on marche vers la caravane, on appelle nos amis avec nous. Et mon mari, moi et 5 autres amis rentrent dans la caravane. Et là, pendant 40 minutes, 1 heure, c'est un massacre total. On ne peut rien voir car on est caché dans la caravane, on a baissé les rideaux. Mais on entend les hurlements des terroristes à la Akbar et on entend les mitraillettes, on entend des gens courir, les gens hurler. On entend de tout, on entend vraiment de tout. Après une 42 minutes, on avait c'est devenu un peu plus silencieux, puis on avait la sensation comme si les terroristes nous avaient dépassés. Et quelques minutes après, on les entend en train d'achever des blessés, en fait. Pendant qu'on était dans la caravane, le premier terroriste qui essayait d'ouvrir la porte a essayé 2-3 fois, il n'a pas réussi. Et il nous a laissés tranquilles très vite parce qu'en fait, il a retrouvé quelqu'un vivant. Puis on l'a entendu crier « Ta'al, Ta'al » qui veut dire « viens » en arabe. Et on l'entend crier « Ta'al ». On entend 2 coups de feu. Et c'est tellement silencieux qu'on entend son corps tomber par terre. Pendant plusieurs heures, Laura va écrire des SMS à ses proches pour les rassurer. Elle dit à ses parents et ses frères qu'elle est en sécurité, alors même qu'elle est en grand danger, car elle ne veut pas les inquiéter. Vers 11h30, Laura et ses amis entendent des terroristes revenir près de la caravane. Plusieurs d'entre eux tirent sur le véhicule. Il y a eu 2 balles qui sont rentrées dans la caravane. La première est passée juste à côté de la tête de mon mari. Et la deuxième dans la climatisation. Et donc en fait, après quelques secondes, on a entendu le gaz de la clim rentrer dans la caravane. Et dans une petite caravane avec 7 personnes, il faisait peut-être 50 degrés, on était déjà en train de transpirer. Je me suis demandé si, avant qu'on va mourir à cause des terroristes, on va mourir de chaud, de manque d'air. Et là, j'ai eu très peur que si je perds connaissance, je ne me réveille plus, ce serait terminé. Tout le monde reste finalement conscient. Une vingtaine de minutes plus tard, vers 11h55, l'un des terroristes s'approche d'une fenêtre de la caravane et essaye de regarder à travers les rideaux. Et mon mari me regarde et chuchote et me dit « c'est terminé ». Et il y avait 2 amis que j'étais en contact avec eux pendant toute la journée. Un d'eux, c'est le producteur du Unity Festival, Rami. Je lui ai envoyé un message en lui disant que c'est nos dernières minutes, qu'il dise à mes parents que je les aime et à mes frères. Et mon mari et moi se regardent les yeux dans les yeux, on est l'un devant l'autre. Il me dit « je t'aime », je lui dis « je t'aime ». Et en fait, c'est un regard qui ne veut rien dire et qui veut tout dire. Parce qu'il n'y a vraiment rien à dire dans un moment pareil. Et on veut tout dire. Et tout ce qu'on a pu avoir, c'était un regard. Et là, j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux et j'ai prié de mourir vite.
Les terroristes, pendant ces moments-là, ils se mettent à taper tout autour de la caravane pour essayer de la briser. Mais les fenêtres de notre caravane sont faites en plastique, en PVC, qui veut dire qu'elles brisent, mais elles ne cassent pas. Donc elles ne s'ouvrent pas. Donc ils n'ont pas réussi à rentrer par les fenêtres non plus. Notre caravane était attachée à notre voiture. Donc on les entend casser les fenêtres de notre voiture et essayer de démarrer la voiture. Et là, je comprends qu'ils essayent de nous ramener à Gaza. Et pour moi, dans ces moments-là, c'est très clair que je préfère mourir ici dans cette caravane et ne pas être ramenée à Gaza. Ils ne réussissent pas à démarrer la voiture. Et après, ils ont essayé de mettre feu à la voiture, à la caravane. Et là, l'armée israélienne est arrivée. Depuis la caravane, Laura, Shai et leurs amis entendent des échanges de tirs pendant environ 40 minutes. Puis plus rien. Laura reçoit un message d'un ami qui s'occupe de la sécurité du festival et qui leur dit qu'ils peuvent sortir. Shai et un ami à eux ouvrent alors la porte de la caravane après être restés enfermés pendant presque 6 heures. Quand les garçons ouvrent la porte de la caravane, ils ouvrent la porte de l'enfer. On avait choisi cet endroit pour faire un festival parce que c'est un champ magnifique. Tout est vert et le ciel est bleu, et le soleil est dehors et vraiment c'est un endroit magnifique. Et il y a des jeunes personnes tout autour, mais ils sont tous par terre morts. C'est des filles en jupe et maquillées, et des garçons bien habillés, et tout le monde un peu déguisé et habillé avec plein de couleurs parce qu'ils sont venus à un festival de musique. C'est horrible parce qu'on voit exactement qui a été tué au premier coup et qui a été blessé et tiré dessus une seconde fois pour l'achever, pour le tuer. Et entre tous les corps des festivaliers, il y avait des corps de terroristes. Laura et Shai sont pris en charge par l'armée israélienne. Et quand ils rentrent chez eux vers 18h, les parents de Shai et des voisins musulmans les attendent devant leur appartement. À ma grande chance, ils m'ont rappelé que ce qui vient de m'arriver les 6 dernières heures, ce n'est pas l'islam. Quand on dit Allahu Akbar, Dieu est grand, c'est une phrase qui est faite pour des moments de joie et pour les fêtes, pas pour tuer des gens ou pour violer des femmes. Et le fait que c'est la première chose que j'ai entendue quand je suis rentrée à la maison, c'est cette chose qui va me donner de l'espoir pour toute la suite. On pleure énormément et après on commence à chercher nos amis. C'est après des semaines pour savoir qui a été assassiné, qui a été pris otage. Il y a eu des amis ils ont été brûlés vivants. Donc il a fallu retrouver une dent ou quelque chose pour savoir qu'ils ont vraiment été brûlés et pas pris otage. Et donc c'est de longues semaines à chercher des amis sur des listes et sur des listes et à enterrer des amis les uns après les autres. 4 amis de Laura ont été pris en otage par le Hamas. D'abord, elle refuse de témoigner dans les médias pour raconter ce qu'elle a vécu. Mais au fil des jours, elle entend qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France, alors elle change d'avis. Je reçois énormément de téléphones de tous mes cousins français pour voir comment je vais. Et chaque conversation qui dure plus de 2 minutes, j'entends ce qui se passe en France. Et j'entends l'armée devant les écoles et devant les synagogues et les juifs menacés partout. Et je m'attrape ma tête parce que je ne réussis pas à comprendre comment ça se fait qu'on se fait attaquer de la pire façon en Israël et automatiquement les juifs en France se font attaquer pour rien et menacés pour rien. Et j'ai la sensation que je n'ai pas eu le droit de me taire. Laura accepte finalement de témoigner dans plusieurs médias français. Puis elle décide d'écrire un livre pour raconter ce qu'elle a vécu. Croire en la vie est publié le 21 mars 2024. C'est un devoir de mémoire, raconter ce qui s'est passé, que quelque chose reste après. Tellement de gens qui ont, tout de suite après le 7 octobre, ont essayé de nier le 7 octobre et dire que ce n'est pas vrai, ce ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas eu d'assassinat, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu d'atrocité. Énormément de gens qui sont sûrs que le Nova Festival était un festival pour les Juifs seulement. Ils n'ont aucune idée qu'il y avait des Arabes qui dansaient avec nous, qui travaillent avec nous, des Arabes qui se sont fait tuer avec nous dans le festival. Donc d'un peu essayer d'expliquer aux gens ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Et mes amis qui dansaient quelques heures auparavant avec moi et des gars qui travaillaient quelques heures avant avec moi
sont toujours otages dans les tunnels du Hamas. Et donc moi, c'est sûr, je ne suis pas une femme politique, je suis organisatrice de festivals de musique, mais mon devoir, c'est de continuer à parler d'eux. Comment vous allez aujourd'hui ? Depuis que le livre est sorti, j'ai un but. Je me lève tous les matins parce que j'ai la chance de parler de mes amis qui ne sont pas là et de ramener le sujet à jour. Après, on essaye de se remettre et on essaye de guérir, mais on ne peut pas vraiment guérir tant que nos amis sont là-bas. Parce qu'à chaque fois que je vais essayer de manger et de reprendre un appétit, je penserai au fait que mes amis à Gaza n'ont rien à manger. Même si j'ai eu une nuit enfin sans cauchemar et j'ai dormi une nuit entière, la première chose que je vais penser le matin, c'est que mes amis à Gaza n'ont sûrement pas eu une nuit entière. Donc pour nous, c'est impossible d'avancer dans la vie sans eux. Aujourd'hui, je suis encore incapable de voir l'avenir, pour dire la vérité. Mais j'espère que le jour que cette guerre se terminera et mes amis reviendront, on pourra rêver encore une fois et essayer de construire un avenir. Je ne peux que voir la lumière dans l'avenir et voir un espoir et voir la paix en fin de compte. J'ai de l'espoir. Ambre, concrètement, Laura Blajman-Kadar, elle vit où et comment aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est encore en Israël ? Et est-ce qu'elle est en arrêt maladie, par exemple ? Alors, elle ne travaille plus, elle est arrêtée depuis le 7 octobre et elle n'a pas encore pu reprendre le travail. Et en ce moment, elle vit en France, chez des amis avec son mari, Shai. C'est trop dur pour eux de rentrer en Israël et pour l'instant, ils vivent en France en attendant que la situation se calme et qu'ils puissent rentrer chez eux. Qu'est-ce qu'elle pense de la réponse militaire de l'armée israélienne à Gaza actuellement ? Alors, on en a parlé un petit peu et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle est pour la fin de la guerre. Mais selon elle, ce n'est pas possible tant qu'il y aura des otages retenus par le Hamas. Et elle a elle-même encore 4 amis qui sont aujourd'hui toujours otages. Je redonne la référence du livre de Laura Blajman-Kadar, ça s'appelle « Croire en la vie » et c'est publié chez Robert Laffont. Merci Ambre Rosala, cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Clara Garnier-Amouroux et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024, confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques, au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi, présentée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à nous mettre une note ou un commentaire sur votre application audio préférée pour nous faire remonter dans les recommandations.